Cette semaine, dans le balado, on déguste du vin, on doit fermer une porte insidieuse et on fait la fête en Chine. Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Donc une bonne semaine avec encore là une offre très variée de tout pour tout le monde. Et avant d'attaquer les sorties de la semaine, faisons un petit tour d'horizon, d'actualité. Est-ce que tu as recensé des trucs? En fait, oui, je pense que le plus gros, c'est le plus triste que j'ai trouvé, c'est le décès de Marc-André Lucier, Ouais, c'est vrai. le journaliste et critique pour la presse notamment, qui est décédé vendredi dernier, mais ça a été annoncé lundi, le 3 juillet, qui était du plus loin que je me souviens commencer à lire des critiques vraiment dans les journaux et tout, il a toujours été une bonne référence aussi. Et en lisant tous les témoignages de ses collègues et tout, ça a confirmé ce que je pensais, c'est que c'était quelqu'un que s'il aimait un film, il allait le laisser paraître, mais s'il aimait pas un film, qu'il n'avait pas tant apprécié, il allait quand même travailler pour ressortir des points positifs. Ouais, puis, pas démolir pour démolir, c'est comme ça, des fois t'sais. certains peuvent faire. Puis nous qui ne faisons pas des critiques comme telles avec des étoiles ou des notes, c'est quand même quelque chose aussi qu'on essaie de faire parce que tous les films ont leur public, visent un certain public. C'est ça qu'on essaie de rallier. Puis d'une certaine façon, pour ma part, c'est un peu inspiré de l'œuvre de Lucier, puis qui est quand même... c'est un décès, en fait, qui est très surprenant. Il venait de sortir d'une opération, je pense, cardiaque ou des choses comme ça, mais tout semblait être correct. Mais finalement, il a dû avoir de complications, je ne sais trop. T'sais. Fait que lui qui était, c'est ça. Et aussi vraiment très apprécié, je pense, de tous les artistes, les comédiens et tout. Ça arrivait souvent qu'il y avait des exclusivités seulement à la presse pour Marc-André Lucier et tout. Tout à fait. Puis, écoute, oui, le rôle de critique est quand même ingrat. Puis, on a tendance à oublier, mais il n'y a personne, aucun réalisateur, scénariste, acteur qui part avec l'idée « Hey, on va faire une merde, on va faire un film vraiment poche. » Puis, les gens vont payer. Ouais, c'est ça. Je veux dire, tout le monde part d'une bonne volonté. Il y a tellement de gens impliqués dans le tournage d'un film. Fait que oui, il y a des trucs qui virent mal en cours de route, mais ultimement... c'est de démolir une œuvre, puis ça soit dans n'importe quel domaine artistique. Là, gratuitement, je trouve, c'est ça. C'est toujours... c'est facile. C'est facile, effectivement. C'est ça, tu te rends compte que ça fait... on le sait pas, mais ça fait 7 ans là, que la personne travaille sur son film. Oui, peut-être que pour la maison de distribution ou le producteur, eux autres, ils en font 6 par année. Là, mais il y en a que... l'idée derrière, les auteurs, autrices qui ont commencé à travailler sur le film, à avoir l'idée, à se joindre avec du monde qui débarque en vague, eux, ça peut faire comme plusieurs années vraiment qui sont là-dessus. Fait que c'est pas eux qui ont les poches pleines nécessairement, puis que ça fera pas de différence. Donc ça se peut que ça fasse la différence, puis qu'ils n'en auront plus jamais de films suivants, malheureusement. T'sais. Fait que... bref, c'est ça. Fait que nous, on arrive, on écoute un film pendant 1h20, puis on fait ça va nulle part, c'est de la boîte. C'est quand même de... C'est pas juste une histoire, c'est une proposition artistique. Fait qu'essayer de voir qu'est-ce qu'on a voulu présenter, déconstruire, c'est quoi l'objectif. Est-ce que l'objectif est atteint même si c'est un peu chambranlant ou quoi que ce soit, tu sais. Voilà. Donc, cette amertume m'amène à ma prochaine nouvelle. Je pense qu'elle s'y prête bien. Parce que Xavier Dolan a annoncé qu'il prenait une semi-retraite du cinéma. En fait, je pense qu'il va continuer sa carrière comme comédien. Moi, je pense que doubleur. Non, toi, tu penses? Je pense que de ce que je lisais justement dans la presse, c'était, il semblait dire non, tout le monde du cinéma, de la télé, fuck you. Là. Ça ressemblait pas mal à ça. Fait que je peux me tromper, mais parce qu'on s'en était parlé de vive voix avant, puis j'étais là, OK, c'est juste la réalisation qui quitte, mais en lisant, c'était pas clair comme de l'eau de roche, mais c'était pas non plus écrit clairement, c'est juste la réalisation le problème. Il semblait dire tout le monde du Donc, cinéma, Xavier, je semble vivre une période un peu frustrante. Je pense que ses derniers projets n'ont peut-être pas eu le succès. Il y a eu des accueils critiques très chaleureux, mais pas de succès public. C'est ça. Donc, puis, comme il dit, c'est beaucoup de temps et d'énergie consacré à chacun de ses films ou sa série télé aussi qui avait tourné dernièrement. Donc, fait qu'il. En tout cas. On verra bien si cette pause sera vraiment temporaire ou vraiment définitive. Je pense que j'ai à peu près le même âge que lui, là. J'ai plus ou moins 1 ou 2 ans, j'imagine. Puis
c'est aussi cette espèce de cynisme généralisé parce qu'il a fini en disant, tu sais, mes projets, c'est de me construire une maison un peu plus loin dans le bois puis de inviter des amis à souper puis regarder le monde brûler. Là, c'est un peu ça. C'est comme... Oui, c'est le temps et l'énergie, mais je pense qu'il y a comme... Dans le fond, ça sert à quoi faire des films là, quand la terre, la société va pas bien de même puis tout ça est un coup d'épée dans l'eau. Là. Fait que oui, c'est très, très cynique en effet. J'espère juste que, en dehors de cette décision-là, qui est totalement de son choix, il n'y a aucun problème avec ça, mais qui va bien quand même, là, qui est en paix avec ça. Qu'est-ce qui a causé ça, Jeff, là, chez votre génération? Là? Analyse-nous ça. C'est-tu. C'est juste l'espèce d'éco-anxiété et tout, mais je te dirais que c'est le même. Bébé Geneviève, ça vous a traumatisé. C'est ça. Non, c'est juste. À la réception de cette question-là, c'est comme tu as envie de le ramener à l'inverse. Ouais, mais pourquoi toi, t'es pas autant affecté, genre, par le climat sociopolitique, écologique, par, tu sais... Ben moi, je vais y aller peut-être d'une autre réponse répète, cynique. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a toujours eu ça à chaque époque. Puis la roue tourne, puis ça va continuer à tourner. Puis là, on va peut-être avoir plus de conséquences parce qu'évidemment, ça a peut-être de plus gros impacts, mais... Bon, je pense que la nature va survivre, on va survivre. T'sais, on a tendance, j'ai des discussions souvent avec mon garçon qui a début vingtaine, puis il pense que tout va mal, puis toute la société est divisée, puis tout ça. Mais je veux dire, recul dans les années 60, c'était 100 fois pire, là, avec la guerre du Vietnam, le clash hippie avec l'autre génération, tous les mouvements de protestation qu'il y a eu, ça bardait pas mal plus qu'aujourd'hui. Là. Fait que je pense que chaque classe générationnelle arrive, puis chaque génération pense que c'est pire, puis en tout cas... Ouais, puis probablement... Là, de 2 piastres. On reviendra au cinéma bientôt, mais je veux dire, aussi, c'est tout le traitement des médias sociaux en ce moment qui est pas encore balancé, qu'on a juste adhéré de plus en plus, puis là, je pense qu'il y a quelque chose qui va exploser là-dedans, comme il y a beaucoup si on revient la guerre des plateformes numériques, mettons, là, dans une autre ordre d'idée qui est comme... Le numérique puis le web, je sais pas combien, 0.0, on est rendu, fait que là, on n'a pas retrouvé cet équilibre-là. Fait qu'il y a quelque chose qui va clencher, péter, puis qu'après, on va avoir « OK, c'est de même qu'il faut le vivre ». Parce qu'en ce moment, oui, ça radicalise beaucoup de gens dans des positions avec les chambres d'écho, comme on dit. T'entends juste parler du monde qui pense comme toi. Fait que ce qui peut nourrir encore plus un cynisme, parce que tu vas juste passer les mauvaises nouvelles, peu importe. Tout à fait, oui, effectivement. Voilà, mais donc, heureusement, on a quand même des films un peu plus lumineux qui viennent au travers de tout ça. Justement, dans les bonnes nouvelles intéressantes. Donc, oui. Je vous avais parlé du film Barney il y a quelques semaines. Sur le dinosaure mauve. Oui, mais finalement, ça prend une forme qui m'intéresse de plus en plus. Okay. Ça ne sera pas un film pour enfants. Donc, j'ai l'impression qu'on va... être un film de kaiju, un Barney géant qui brise des immeubles. Pas du tout. J'ai l'impression qu'on va prendre un peu la route de Barbie, mais le producteur, qui est le comédien, un des producteurs, Daniel Kaluuya, a dit on va vraiment donner une facture film A24. OK. Donc, c'est vraiment, ça va s'adresser aux adultes, puis on va explorer vraiment, justement, les gens dans la trentaine qui ont grandi avec Barney. OK, fait que lui, il doit être dans cette... dans cette tranche d'âge, probablement. Ben, tu sais, je suis tranche d'âge, mais c'est bien plus anglo-saxon, Barney. Là. Moi, j'ai pas écouté ça du tout. On avait notre passe-partout, nous autres. Moi, un garçon écoutait ça, grandissait avec Barney. Ah ouais, OK. I love you. Écoute, mais en anglais, c'est ça? Oui, on l'écoutait en anglais. On avait des cassettes VHS à cette époque-là. Le matin, c'était parfait pour l'occuper un petit peu pendant qu'on somnolait. Donc, et donc, on va voir cet impact-là, justement, de cette génération-là, des abusés cyniques qui ont grandi aussi avec Barney. Fait que je sais pas à quel niveau ça va jouer, mais déjà là, je trouve la twist assez intéressante. OK. Mais là, on a-tu un tournage qui commence comme cette année, j'imagine? J'ai l'impression que oui. Pour en parler autant ouvertement, on doit être sur le bord. Les infos filtrent de plus en plus, là, donc pas de nouvelles encore non plus pour le casting. Y a-tu sa propre compagnie de production, lui, Kaluuya? Je sais pas. Je sais pas d'où est venue cette implication-là dans le projet. Puis même lui, c'est pas confirmé qu'il va même jouer dedans. Fait que ça se peut qu'il soit juste producteur aussi. Là, donc ça va être à suivre. Ça va être lui dans le costume, peut-être? Ah, peut-être. Incarnera-t-il Barney? Avec un gros accent british. Autre chose, toi, dans les nouvelles? Une petite bonne nouvelle. Le Gala Québec Cinéma, les fameux prix Iris, va être de retour, finalement.
J'allais dire la bonne nouvelle TVA, mais non, parce que ça va être sur la chaîne Nouveau. C'est la bonne nouvelle Nouveau. La nouvelle. Ça recommence en décembre, le 10 décembre, je pense, de mémoire. Ça va être le 25e anniversaire. Ben, si on inclut quand c'était les Jutras et toutes ces affaires-là. Là. Fait que oui, ce grand mais petit cérémonie a beaucoup d'histoires déjà. Changer de nom 2-3 fois de réseau, être annulé, être en c'est comme un gala mal aimé aussi. Là, chaque année, toujours des critiques négatives. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi Radio-Can avait lâché le gala, vu qu'il y avait des codes d'écoute. Toujours de plus en plus faibles. Je sais pas, c'est d'essayer de trouver cette formule-là, mais je comprends qu'au niveau du contenu, eux autres même, on est... T'essaies d'être pas péjoratif entre des films grand public puis des films d'auteur, mais des fois, comment tu définis c'est quoi le meilleur film? Fait qu'il faudrait quasiment qu'il y ait une cote film le plus populaire ou le prix du public, mettons. Ouais, mais ça va toujours dire, ben là, prix du public. Tu sais, des fois, c'est sûr que t'as un film un peu à la... Je pense au Plongeur, mettons, qui va rallier un petit peu les deux, ou quand c'est des Fred Pellerin ou quelque chose, tu sais, c'est un petit peu mieux fait que certaines comédies très faciles. Mais là, d'autres fois, tu vas dire le meilleur film, c'est Bungalow. Puis là, c'est comme, ben voyons, aussi, il y a genre 2000 personnes qui ont vu ce film-là. Comment ça, c'est ça qui gagne, puis que là, blablabla. Fait que, tu sais, c'est dur de rallier tout le monde. Puis les Oscars ont le même problème. C'est juste que, grosso modo, ils ont tellement plus de codes d'écoute que c'est pas un si gros enjeu. Mais eux autres même, ils... En fait, oui, puis écoute, ça semble être la donne pour tous les galas maintenant. Là, vraiment, je pense que beaucoup de gens s'y intéressent juste de moins en moins. Puis c'est de moins en moins pertinent aussi. Donc, ça va être à suivre. L'enjeu, c'est quand ça crée du débat, mais pas des codes d'écoute. Parce que c'est un peu, parlez-en en bien ou en mal, mais écoutez-le. Mais si vous en parlez en bien ou en mal et que ni un ni l'autre ne l'écoute, ben là, on est juste perdant finalement. De mon côté, dernière petite nouvelle que j'avais pour les amateurs de Tron. Ouais. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui nous écoutent, mais... La référence numéro 1 dans la franchise Tron. Mais quand même, c'est quand même un peu étonnant parce que le dernier film, je pense même 2010, donc on a annoncé une suite qui va s'appeler Tron Ares pour l'instant. En tout cas, mais il me semble qu'on avait parlé là, qu'il y a le Joker. Oui, Jared Leto. Mais là, on a rajouté deux autres comédiens, dis-je. Donc, Evan Peters, qui a connu un bon succès avec son Jeffrey Dahmer. Ouais. Et puis Greta Lee, qu'on peut voir dans Past Lives en ce moment sur les écrans. Donc, je pense que le succès du film va lui ouvrir de plus en plus de grandes portes, d'autres opportunités peut-être plus commerciales. Donc, le film devrait sortir en décembre 2025. Disney semble mettre beaucoup de sous dans la franchise Tron parce qu'autre le film, ils ont ouvert aussi une nouvelle attraction à Disney World là, récemment. Explique donc, cela. Probablement. Là, donc, c'est quoi, c'est une genre de synergie. Une ride de moto? Là, oui, t'es comme sur un véhicule, mais c'est comme une espèce de montagne russe. Là. Je ne sais pas si tu tournes, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments de vitesse de ce que j'ai cru apercevoir là, dans quelques images que j'ai vues ici. Là. Donc, mais c'est tout nouveau, le manège ouvert au printemps. Non, pas encore. Donc, prochaine visite. C'est en Floride, ça, ou Parc Universal? Je pense que c'est juste Floride. Je pense pas qu'il est ouvert en Californie. J'ai une amie qui y va en fin de semaine. Dis-lui. Ça a l'air que c'est très, très hot. Donc, voilà pour de mon côté, pour les nouvelles. Ouais, ça va pour les nouvelles. Les bandes annonces, écoute, il y a surtout un deuxième trailer pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Est-ce que la bande-annonce dure 10 minutes? Quasiment 3, je pense. Là. Mais je comprends plus qu'est-ce qui se passe. Ouais. L'as-tu écouté? T'as-tu eu le temps? Oui, c'est ça, oui. Avec DiCaprio, qu'on comprend... en fait, on est dans la guerre du pétrole entre les Premières Nations puis les colonisateurs blancs. DiCaprio l'a marié avec une femme issue des Premières Nations, mais on dirait qu'on y conçoit une espèce de rôle pour faire le lien entre les deux peuples, on veut, mais là, il y a beaucoup de conflits, autant des gens des Premières Nations qui se révoltent contre les Blancs, ils envoient des inspecteurs pour qu'il y ait une vague de meurtres, puis ils essayent d'enquêter là-dessus, fait que je sais pas, à sa façon, un genre de pas No Country for Old Men, mais pardon, l'autre film avec Daniel Day-Lewis, là, qui avait... Je pense que c'est un des rares Coen que j'ai pas vu. Je sais plus si c'est Coen, peut-être je me mêle, mais c'était... There Will Be Blood. Oui, c'est ça. Oui, c'était... Voilà.
C'est Paul Thomas Anderson. Oui, t'as raison, c'est okay. ça. Je suis mêlé. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, c'est avec Daniel Day-Lewis et des bonnes chances que ce soit un PTA. Ouais, bref, ce genre de côté-là, mais moins axé juste une personne, mais plus sur toute la sphère sociale au travers de ça. Dans un film qu'on avait dit aussi, un genre de 3... Ben, c'est un 3h30, pas loin de c'est ça. Inspiré de faits réels, par exemple, il faut quand même mentionner. Fait que ça va être intéressant. Puis, je pense qu'un des intérêts du film, c'est que c'est une des premières enquêtes qui a été confiée à J. Edgar Hoover. Ah oui, avant qu'il devienne le chef du FBI. Qui avait aussi été incarné par DiCaprio au cinéma. Donc, fait que très hâte de voir ça. Puis moi, de mon côté, j'ai relevé la bande-annonce du film d'horreur de la semaine, donc avec la sortie du nouveau Insidieux, produit par Blumhouse. Évidemment, on a eu droit à la bande-annonce du nouveau film de leur univers de La Conjuration, donc de Nun 2. En français, c'est... je sais pas, en France, c'est la nonne, mais je pense qu'au Québec, c'est la religieuse. Ça se peut-tu? Je le sais pas. Je pense que j'avais vu ça. En tout cas, bref. The Nun 2. Le premier succès, il y a quelques années, avait quand même connu un bon succès, évidemment, avec la sœur qui est un démon, en fait, mais qui prend la forme d'une sœur. Là, cette fois-ci, ça se passe, au lieu d'être dans un monastère, c'est plus dans un couvent de jeunes filles. Et de ce qu'on comprend, c'est que à la fin du premier, là, le personnage de Frenchie, ça remonte à loin. Hein, donc j'ai juste vu, je pense que de tout cet univers-là, avec les Annabelle, j'ai juste vu La Conjuration 2. Okay. C'est là-dedans que la nonne apparaît. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas vu les spin-offs. Alors, il va falloir se remettre c'est ça. faire un marathon pour la série. Écoute, c'est en septembre. Tu as le temps pendant tes vacances. 9 septembre, je pense. Quelque chose de même. Puis c'est toujours Taissa Farmiga, donc, qui revient dans le rôle de la sœur Irene. Donc, écoute, bonne annonce, très efficace, honnêtement. Okay. Le premier, je n'avais pas détesté. C'est pas le meilleur film de cet univers-là. J'avais préféré les Annabelle. Mais j'y crois pas mal. Ça a l'air assez bien. Puis là, on n'a pas... tu vas nous parler du nouveau Insidieux tantôt, mais préfères-tu l'univers d'Insidieux ou l'univers des Conjurations? C'est quand même assez comparable d'une certaine manière au niveau pas de l'histoire, mais du traitement des jumpscares, puis de la même vision du horror flick un peu, je pense. Je pense que Conjuration est quand même un peu plus étoffé, il y a des choses plus intéressantes, peut-être plus dans les premiers films, là. Plus ça va, évidemment, c'est toujours le lot de surenchère, surtout qu'ils nous disent toujours que c'est inspiré des faits réels, mais bon, tu sais, il n'a plus bien, il n'a plus bien, surtout... avec les visuels de plus en plus poussés, là, avec des situations farfelues. Si c'était, on aurait des images d'archives là, parce que ça se déroule dans les années 50, 60, 70. Là, mais c'est que rendu là, ici, ils peuvent dire inspiré de faits réels à cause que le premier était... Mettons que le premier est inspiré à 10% de faits réels, mais si t'es rendu au 7e, t'es les mêmes personnages que le premier, donc tu peux encore dire que c'est... Mais t'es nulle part. D'ailleurs, là, c'est ça. Donc, ça me fait toujours rire. Mais quand même, très hâte de voir ça. Puis il y a... dernière bande-annonce, je sais pas encore quoi penser de ce film-là à première vue, mais as-tu écouté celle de Bob Marley, One Love? Ah non, j'ai pas vu ça passer. OK, c'est Paramount qui va... c'est le biopic musical de l'automne. De Bob Marley, je pense que ça sort même... j'ai complètement oublié quand ça sort. Je me demande si c'est pas en décembre. Mais c'est peut-être 2024 plutôt. Ouais, fait que ça va être peut-être à l'hiver, au printemps, je sais pas trop. Mais ça a l'air à se concentrer. Oui, on voit l'écriture de certaines chansons puis en performance, mais je pense que c'est beaucoup par rapport à des problèmes et des guerres sociales qu'il y avait en Jamaïque. Je suis pas assez bon pour me lancer sur des noms de pays puis les origines. Je suis pas un très grand connaisseur de Bob Marley. Moi non plus. Mais ce que je trouve intéressant, il y a des affaires dans la bande-annonce qui ont l'air très quétaines du biopic traditionnel, mais on n'a pas l'air à juste se centrer sur il écrit des tunes, c'est devenu des hits. C'est plus sa cause politique et sociale au travers de ça. Un gros bat puis écrit sa chanson. Ouais, c'est ça, genre. Non, ça a l'air un peu mieux que ça. J'espère qu'on va peut-être un peu plus direct sur ça, ces enjeux, surtout qu'il est décédé assez jeune. Oui, quand même, c'est ça. C'est-tu d'un cancer? Je ne me rappelle plus de quoi il est décédé. Je pense pas que c'est une overdose. Je pense que c'était une maladie, mais en tout cas, bref.
Ben, il est beaucoup associé au pot. Bien sûr, ben puis ouais. une overdose de pot, je pense pas que ça existe. C'est plus Il y surprenant. avait ouais. d'autres choses. Là. Et, voilà. J'ai quand même hâte de voir comment il va être dépeint aussi là-dedans. Là. On s'entend C'est un comédien connu qui l'incarne? Écoute, j'ai pas regardé du tout. Moi, à Brûle pour Point, je le reconnaissais pas, mais Ok. des fois, c'est des vedettes de séries télé, d'affaires Ouais, comme c'est ça ça. que je suis pas au courant. Là. C'est pas genre John David Washington. Non, c'est ouais. ça, c'est pas Daniel Kaluuya. Ben, genre. que c'est ça. Fait que voilà, Bob Parfait. Marley, One Love, quelque part en 2024, de mémoire. Alors, parlons des films qui prennent l'affiche en fin de semaine. Moi, je vais y aller direct, je pense, avec mon coup de cœur de la semaine. Ben oui, j'allais dire juste tout de suite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a juste un qu'on a vu tous les deux, sinon on a tous vu des films Ce qui est différents. assez rare, Fait que, effectivement, ouais. On va se poser des questions. Fait qu'on va voir si c'est le même coup de cœur que tu as eu que le mien. Joyride d'Adèle Lim. Oui, j'avoue que je pensais pas que tu allais commencer avec lui parce que c'est pas lui qui a la sortie la plus large en fin de semaine. Premièrement, parce que le film a juste une version anglaise. Il n'y a pas de version française qui aurait pu être Manège. Non, je sais pas. Joyride de Adèle Lim, comme tu as dit. Est-ce que tu veux nommer la scénariste ou. Je vais te laisser le soin. Cherry Chevaprava Tudumrong. Écoute, Cherry C. Et Teresa Yasso, qui sont deux writers qui ont travaillé sur Family Guy, un peu plus longtemps que l'autre, mais ce que je comprends, c'est qu'elles se sont croisées au travers de ça, fait que ça doit être une idée qui ont démarré, comme on disait tantôt, là, qui prend plusieurs années à aboutir. C'est deux amis d'enfance là, qui se rencontrent à Seattle, là, dans un quartier super, super blanc. Puis il y en a un des deux qui est une petite chinoise adoptée par des parents blancs américains, alors que l'autre est immigré avec ses parents chinois. Puis de là va naître leur amitié, un peu parce que peut-être c'est les deux seuls asiatiques, mais elles se rassemblent là-dedans. Puis tu vois que les parents adoptifs sont très contents qu'il y ait comme enfin une amie qui lui ressemble par rapport à son intégration et tout. Et on va se transporter 25 ans plus tard, là, alors qu'elles sont des jeunes adultes de fin vingtaine, je pense qu'on les situe à peu près 28-29 ans. Et il y en a une, celle qui était adoptée, qui est vraiment une tronche et elle est avocate et assez haut dans un bureau, un gros bureau de la ville. Puis il faut qu'elle aille conclure une entente en Chine, à Beijing, j'imagine? Oui, Pékin, c'est ça? À Pékin, ouais. Puis, sauf qu'elle, elle parle pas chinois. Fait qu'elle va demander à son ami de l'aider pour faire la traduction. Puis, si elle arrive à bien signer cette entente-là, ben, elle va pouvoir être nommée associée complètement, je pense, ou en tout cas, affiliée. Puis, les trucs d'avocat, là, ton nom va être éventuellement sa bâtisse. Puis, ça donne beaucoup plus de salaire annuel. Et en chemin, ben, ils vont croiser une de ses amies de quand elle était au college, dans le fond, qu'elle s'est faite aussi une super bonne amie. Fait que ça va donner un petit conflit de best friend au travers de ça entre les deux autres filles. Puis, j'ai pas précisé, mais son amie d'enfance, elle est plus artiste et très à l'aise avec qui elle est, un peu fuck tout le monde. Elle fait de l'art un peu pour choquer puis pour enlever les tabous au travers de la sexualité. Fait qu'elle est très expressive et sexuelle. Sans complexe. Et voilà, décomplexée, c'est ça. Et son autre amie qu'elle va recroiser, elle est rendue une comédienne populaire qui tourne en Chine, mais son but, c'est de revenir aux États-Unis. Fait qu'elle espère avoir assez de succès pour pouvoir aller vivre à Los Angeles. Et va venir aussi la cousine d'une des deux, qui, elle, est juste très spéciale, un peu plus jeune dans sa façon d'être, très fan de K-pop et de toutes ces affaires-là. Le plus des amis en ligne que des amis réels, là. Un peu asocial à sa façon, mais... Et un personnage non binaire. Ouais, effectivement. De ce que j'ai pu lire. Puis, bref, alors tout ce qui devait bien se passer va finalement se transformer en une suite de péripéties et de vols de passeports et de recherche de mères biologiques pour ces quatre filles-là dans leur périple en Chine. Et ça va mettre à rude épreuve leur amitié, leurs aspirations. Et voilà. Et tout ça sur fond de blagues, de drogue et de sexe. Oui. Alors, le sachez-le d'avance, tu as évoqué Family Guy.
Pour ceux qui connaissent évidemment cette série-là, Les Griffins en français, ben, vous allez voir que c'est dans le même genre d'humour. Voilà. C'est vraiment une comédie vulgaire qui fait penser peut-être à The Hangover aussi, Bridesmaids, justement, qui avait des personnages féminins. Et c'est ce que j'ai aimé de Joyride, justement. Là, on a des personnages féminins, asiatiques aussi. Donc, c'est intéressant de voir une autre culture. Je trouve ça le fun que eux peuvent se voir aussi à l'écran. Toujours question de représentation qui est très à la mode aujourd'hui, mais j'y crois quand même beaucoup. Et le charme, c'est les comédiennes qui sont vraiment super drôles, très, très bonnes. Il y a vraiment de bons gags, des gags très faciles, on s'entend, mais c'est bien punché. J'ai vraiment ri de bons endroits. Et moi, la révélation, c'est Ashley Park qui joue le personnage principal, que je ne connaissais pas. Et je trouve qu'elle crève vraiment à l'écran. Là. Elle est super intéressante. En fait, elle vient plus du monde de la comédie musicale. Elle joue beaucoup à Broadway. Okay. Elle était entre autres dans la version de Mean Girls, qui a eu un grand succès à Broadway il y a quelques années. OK, je savais pas. Et puis, à la télé, elle joue présentement dans Emily in Paris aussi, qui connaît un bon succès. Mais j'avais écouté la première saison, mais je ne la replaçais pas. Donc, elle a vraiment un bon sens de delivery. Et le plaisir de retrouver aussi Stephanie Hsu, qui était tellement excellente dans Everything Everywhere All at Once. Mais là, c'est malade parce que son rôle, c'est ça, elle joue très réservée parce qu'elle est fiancée avec quelqu'un de super catholique, mais on comprend qu'elle a un passé très, très sexuel. Fait qu'elle essaie de réfréner ça. C'est elle qui joue l'actrice, justement. Ouais. Toi, qu'en as-tu pensé? Ben, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Ce même principe-là, c'est que j'ai l'impression que des fois, à chaque fois qu'on parle un peu d'inclusivité, il y a des gens qui vont dire comme « Ah non, c'est un film qui force la note. » Puis c'est comme « Non, on a eu tellement longtemps des films de blancs pour des blancs qu'on dirait que moi, je trouve ça juste le fun de voir ça. » Si je me trompe pas, Adele Lim, c'est sa première réalisation, mais elle était associée, elle avait co-scénarisé Crazy Rich Asians, c'était l'adaptation d'un livre. Puis elle a fait d'autres scénarios. Raya and the Last Dragon pour Disney aussi. OK, bon, voilà. Puis je pense qu'elle écrit ou elle travaille sur un projet avec Aquafina aussi, en ce moment, une comédie à venir, quelque chose comme ça. Fait que non, tu sais, comme on dit, les deux, moi, j'ai trouvé ça super drôle. Puis on était deux gars blancs là, à écouter ce film-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je m'en fous, là, je relate sur plein d'affaires parce que c'est leur sens aussi d'appartenance, mais aussi d'amitié. Même le principe d'avoir, tu sais, on comprend qu'à deux moments importants de sa vie, elle s'est faite deux meilleurs amis, puis là, ils se retrouvent ensemble. Fait que comment ça va? Tu veux que ça se passe bien, t'aimerais ça un peu que tes amis s'entendent ensemble, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas parce que t'es le pont entre les deux que les deux ont des liens, eux autres, entre elles. Là, leur lien, c'est toi. Fait que non, c'est ça. C'est sûr que dans le scénario, il y a des affaires qui sont assez convenues, comme on dit, ça va mettre leur amitié à rude épreuve, avoir des chicanes, des réconciliations, des affaires comme ça. Mais les gags au travers sont très savoureux. C'est une comédie sans prétention qui passe très bien. Il y a peut-être pas cette espèce de... Si je repense à Superbad, qui a quand même marqué assez une génération parce qu'il y avait une espèce de prémisse qu'on n'avait pas vue avant dans une certaine quête du film, puis c'est cette bromance-là. Ici, comme je dis, le fait d'être perdu en voyage, puis des affaires comme ça, c'est un peu plus convenu, mais c'est pas emmerdant pour autant. Puis, ben, sans surprise aussi, au générique, de voir que ça a été produit par Evan Goldberg puis Seth Rogen, ben, ça vous replace un peu sur la note, justement. Je parlais de Superbad, c'est un peu ce même genre de gag-là qu'on va retrouver, mais avec des adultes plutôt que des adolescents. Fait que ouais, c'est ça. C'est un peu un pendant féminin au film classique de gars. Puis Bridesmaid avait eu justement un très grand succès dans cette veine-là. C'est juste pas la même gang de comédiennes qu'on voit d'habitude. C'est ça. Donc, en tout cas, je lui souhaite de trouver son public parce que c'est vraiment une comédie qui mérite d'être vue. Puis, petit fun fact sur Ashley Park, la comédienne... Quand même, j'ai vu qu'à 15 ans, elle était diagnostiquée avec une leucémie. Ah ouais, okay. Elle a passé 8 mois quand même hospitalisée pour les soins. Elle avait même reçu, tu sais, quand tu es très malade aux États-Unis, les enfants ont Make-A-Wish Foundation. Là, tu peux exaucer un souhait. Oui, nous autres, rêve d'enfant. Rêve d'enfant, c'est ça, oui. Donc, fait que son rêve d'enfant, c'était d'aller voir des comédies musicales sur Broadway. Okay. Donc, elle est allée en avoir 4 ou 5 cette semaine-là qu'elle a passé à New York. Et c'est ce qui lui a donné le goût de devenir comédienne par la suite. Donc, heureusement, elle s'est bien rétablie, tout ça, mais quand même, ça doit être toute une épreuve, là, à 15 ans, vivre ça.
Ça doit être pas... Ouais, Jojo, c'est ça. Tu sais. Bravo. Ouais. Et, c'est ça, fait que bonne chance au film, mais il est... comme il n'a pas été doublé en français, il n'est pas dans tant de cinéma au Québec. Sur Montréal, je pense pas que ce soit difficile à trouver. À Québec, il y a peut-être deux cinémas, je pense, qui l'ont. Fait que là, je ne sais pas, là, pour tout l'est de la province, c'est quoi les habitudes de booker ça, mais sinon, à un moment donné, quand vous allez pogner ça. Ou si vous nous écoutez partout au Canada anglais, if you listen to us, go see Joyride. In Toronto, it will be a huge hit. Donc, mais oui... En tout cas, retenez ça. C'est vraiment une des très, très bonnes comédies des dernières années. Oui. Je savais pas si t'allais... Oui, ça va. OK. Voulais-tu enchaîner avec Insidieux? Allons-y. Donc, Insidious The Red Door. Oui. Insidieux La Porte Rouge dans sa version Patrick française. Wilson, cette fois-ci, qui joue et réalise pour la première fois. Écoute, on s'était dit au début de la semaine que j'étais pas sûr si j'irais au visionnement parce que j'en ai pas vu aucun de la série. Puis finalement, ça fitait pas trop dans mon horaire. Fait que t'es le représentant. Je confirme que t'aurais été un peu perdu, honnêtement. Okay, je pense que, Parce que y est-tu en référence, si nous fait un petit recap là, de ce qui s'est passé dans Insidieux? Il y en a qui c'est comme des prequels puis qui sont moins... C'est ça, c'est le 5e film de la franchise, mais c'est une suite directe au 2e. Okay. Donc, les 2 premiers mettaient en scène cette famille-là, les Lambert, avec Patrick Wilson et Rose Byrne, que j'adore aussi. Un peu dans un contre-emploi, parce qu'il est plus dans les comédies, Rose Byrne d'habitude. Et le 3 et le 4, donc, étaient justement des antépisodes où on explorait la jeunesse d'un des personnages, une médium et tout ça. Donc cette suite, effectivement, ça passe 10 ans, année par année, parce que le deuxième est en 2013. Donc, c'est vraiment... on retrouve ça se peut-tu, le gamin, c'est le même comédien? Il a pris les mêmes 2 jeunes, parce qu'il y a 2 enfants, mais c'est surtout le plus vieux de la famille là, qui avait été touché par les événements. Mais les 2 sont revenus. Le qui est Ty Simpkins, je pense que lui qui joue Dalton, qui a quand même quelques rôles là, dans Iron Man 3, entre autres, là, qui est peut-être son autre fait d'armes. Ah, c'est lui, le petit gamin. Garçon, c'est ça, mais tu regardes dans les 4-5 dernières années, il a peu grand rôle. Là, fait. En même temps, je trouve ça le fun. J'irais pas aller choisir des comédiens plus établis, mais je trouve ça le fun quand même des fois d'aller chercher les comédiens d'origine, puis de les refaire travailler un peu, pourquoi pas, là. Mais je te laisse aller. Tu voulais-tu faire un petit résumé? Ah non, si tu le sens, vas-y. Parfait. Alors, on retrouve... parce que tout repose... La prémisse d'Insidieux repose sur le personnage de Patrick Wilson et sa lignée qui ont comme une capacité de pénétrer dans un autre monde parallèle, si on peut en faire un peu le monde des morts. Et ces entités-là sentent la vie, sentent la lumière, donc s'accrochent à ces gens-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, depuis sa tendre enfance, il y a toutes sortes d'entités qui rôdent près de lui. Lui, il s'en rend pas nécessairement compte. Okay. Il est une porte un peu. Ouais, c'est ça, vers notre monde. Et donc, dans le premier film, on comprend que des événements étaient survenus, puis grâce à l'hypnothérapie, puis tout ça, donc il avait réussi à fermer cette porte-là de son subconscient, qui va réouvrir dans ce nouveau film-là. Donc, dans les premiers Insidieux, c'est ça. Donc, à l'âge adulte, maintenant, le personnage de Patrick Wilson arrive des événements avec son fils qu'on pensait terminer, mais avec le nouveau film. Donc, Dalton, qui est maintenant à l'université, un artiste, donc va... les 2 avec l'hypnothérapie avaient comme oublié les événements des 2 premiers films. Puis là, va arriver quelque chose qui va... je sais pas si c'est la mort de la grand-mère, de leur mère, en fait, là, la mère de Patrick Wilson, qui va tranquillement raviver des éléments là, de leur traumatisme. OK. Donc, c'est à peu près ça. Évidemment, les 2 vont... Puis il y a une tension entre les 2, père et fils. Là. Parce que dans le deuxième film, ce qui était quand même assez... intéressant, c'est que Patrick Wilson était possédé, une entité avait pris possession de son corps, puis justement avait tenté, faisait des choses un peu violentes envers sa famille, tentait de les tuer et tout ça. Donc, puis eux, ils ont comme vécu ça, mais pour les enfants qui croyaient que c'était juste leur père, ils ne comprenaient pas évidemment qu'il était possédé. Donc, mais même s'il a oublié ça, Dalton, cet événement, il l'a vécu, mais il sent qu'il y a quelque chose avec son père, puis son père, depuis quelques années, là, est
comme un peu éloigné de la famille. Fait que bref, c'est un peu cette dynamique-là. J'espère que cette grande aventure-là va les permettre de se réconcilier. Ben, probablement. mais c'est ça. Donc, je dirais, honnêtement, pour un fan de la série, dans les franchises de films d'horreur, moi, c'est une série que j'aime bien. C'est quand même James Wan et Leigh Whannell qui sont derrière ça, qui nous avaient donné aussi ça, Décadence. Je pensais que Wan était avec La Conjuration. Il est aussi avec Insidieux. Ouais, Puis tout à fait. Patrick Wilson est dans 2 films. Fait que tout ça est vraiment mélangeant. Oui, bien sûr. Ben, en fait, il a commencé avec Insidieux, puis justement, après ça, il a gradué vers La Conjuration, qui est un film quand même à un peu plus grand budget. Okay. Non, mais c'est une franchise qui est vraiment intéressante. Puis justement, même avec le 3 puis le 4, où on allait ailleurs avec cette espèce de prequel-là, c'est quand même, je trouve, des films de qualité d'horreur. Donc, je dirais ici, petit bémol, peut-être le scénario est quand même très élémentaire. Là. Je pense que les 4 premiers films avaient une meilleure histoire, mais quand même Patrick Wilson derrière la caméra. Première réalisation. Ouais, c'est ça quand même. Réussi à vraiment créer des bons jumpscares. Honnêtement, il y en a 4-5 qu'on ne voit pas nécessairement venir. T'as-tu crié? Il y a beaucoup de tension. Je n'ai pas crié, mais j'ai sursauté au moins 2 fois. Là. Donc, fait que j'ai bien apprécié. Alors, les fans, écoute, je pense que je sais pas si ça va être une conclusion, parce qu'évidemment, ces films-là... le box-office fait foi de tout. Fait foi de tout. Mais c'est une suite logique qui s'inscrit bien là, dans la lignée des films. Donc, je pense pas qu'ils vont être déçus, mais je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas la série, qui voudraient le voir, je pense que c'est vraiment mieux d'écouter au moins les 2 premiers films. Le 3 et 4, moins nécessaire. C'est ça. Mais, ce qui va jouer, c'est ça. C'est que là, à un moment donné, si ça devient trop à suivre, ils vont peut-être... C'est plus dur de gagner des fans. Tu sais. Faut que tu essaies juste de garder ceux que tu avais avant. Mais on se souvient de Smile là, en septembre dernier, qui avait eu vraiment un gros succès dans ce genre de film-là. Quand tu es dans une salle, que la salle est pleine à moitié, aux 3/4, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Une espèce de tension générale. Et on la sent. Si quelqu'un fait un saut, les autres font un saut. Ou rient. C'est ça. Mais... oui, tout à fait. Ah non, j'apprécie voir des films d'horreur en salle avec public. Et petit fun fact, parce que le démon, quand même, parce qu'à travers ça, ces entités-là qui vont côtoyer, il y a quand même une espèce de démon qui se différencie. Ouais, je sais pas si il est en chef. Celui avec la face rouge. Ouais, c'est ça qui ressemble au cousin de Dark Maul. Ouais, c'est ça. Vrai, il est rouge avec des lignes noires et tout ça. Il est quand même un peu creepy. Puis, il n'y a pas de nom même dans le film. Mais ce qui est quand même drôle, c'est que son interprète, c'est John Bisharup. C'est le compositeur de musique des films d'Insidieux, entre autres. Ouais. Puis c'est vraiment comme un hasard, parce qu'il n'est pas comédien. Puis c'est avant, quand James Wan est en pré-prod du premier film. D'habitude, les compositeurs ne sont pas sur le plateau, ne sont pas au tournage nécessairement. Non, mais ils se sont croisés sur un plateau, justement. Mais j'ai pas lu sur quel film, dans quelles circonstances. Mais puis c'est ça, fait que Wan l'a observé, puis il était comme dans une espèce d'étrange lumière, là, un peu... dans l'ombre et tout ça, puis il avait vraiment le profil physique parce qu'il est quand même assez mince et lancé, puis chauve aussi, tout ça. Fait que je pense qu'avec la lumière, l'éclairage qu'il y avait sur le plateau, Wan a comme trouvé ça pourrait être cool que ça soit toi. Fait qu'il a offert le rôle comme ça. Puis il l'a même utilisé dans La Conjuration, dans le premier film, parce que c'est lui qui joue Bathsheba Sherman, qui est la sorcière, en fait, celle responsable de la possession dans le film et tout ça. Là. Donc, c'est quand même drôle. Fait que tu fais de la musique et des personnages muets, c'est ça, c'est ça, bien maquillés et tout. Là. Ouais. Eh ben. Fait que oui, voilà pour Insidieux, La Porte Rouge. Écoute, je te laisserai le micro, puis j'irai avec la dégustation, parce que c'est quand même dans les autres sorties majeures du week-end. Puis je pourrais parler des autres trucs qu'on n'a pas vu ou que j'ai vu. Parfait. Voilà. Donc, la dégustation d'Ivan Kalberek. Là, ça risque moins de sursauter dans la salle avec cette comédie romantique qui est une adaptation d'une pièce de théâtre qui a de sa propre pièce, c'est ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça non plus. Je pense qu'il avait fait ça pour L'étudiante et Monsieur Henry aussi. Succès de pièce de théâtre qui est adaptée en cinéma. Puis une autre que j'ai pas notée, en fait, c'est sa 3e adaptation de ces pièces. Je sais pas s'il est mis en roman illustré par la suite. Écoute. T'avais-tu une petite description? Non, j'aime ça. Je me repose la voix. Parfait. Donc, la dégustation raconte un sommelier qui a sa petite business, petite entreprise dans un petit village français. Et puis, je pense que son passé le rattrape parce qu'il prend beaucoup d'alcool, alors il développe des problèmes de santé, je pense de cirrhose ou quoi, en tout cas. Fait que bref, il doit
arrêter ses dégustations, mais il fait la connaissance d'une cliente qui... Il est comme pas capable de faire des dégustations sans boire. Ouais, non, c'est vrai qu'il recrache, mais il boit beaucoup de vin. Bref, quand même, je pense qu'il... distancie un peu. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il connaisse un peu le stock qu'il va vendre. Donc, surgit une cliente qui vient lui acheter, en fait, demande des suggestions pour une bouteille de vin et tout ça. Donc, au fil de leur rencontre, parce qu'elle va bien apprécier son service, la bouteille, elle va revenir et tout ça. Donc, il va se développer une certaine attirance l'un vers l'autre et ils vont tomber en amour. Mais quand même, le personnage d'Ivan Kalberek a quand même certaines blessures sur son passé. Ivan, de Bernard Campan? Ou tu veux dire de l'écriture de Ivan? Non, son personnage qui interprète Ivan. J'ai oublié son nom. Bernard Campan, c'est un comédien aussi. Ouais. C'est ça. Mais Bernard Campan, c'est lui qui a le personnage principal, non? Non. Ah oui, excuse-moi, j'avais en tête que c'était le comédien qui jouait, qui était aussi le réalisateur. Donc, j'étais ailleurs dans ma tête. Donc, oui. Donc, le personnage de Bernard cache des blessures et tout ça qu'on va apprendre au fil du récit. Pourquoi qui veut tomber en amour avec cette femme-là, mais elle a des projets de famille. De famille, ouais, tout ça. Et lui, évidemment, une certaine résistance. Donc, vraiment une comédie assez... comédie, mais plus drame, je dirais. Okay. Plus drame avec drame des moments drôles. Comme... Ouais, c'est ça, qu'une comédie dramatique ou comédie romantique. Mais... c'est un monde que je ne connais pas. Je ne bois pas de vin. L'œnologie, c'est ça? Ouais. Ça se peut très bien. Donc, je ne consomme pas de vin. Je ne connais pas cet univers-là, mais c'est très accessible, justement, pour tout le monde. Puis même, au contraire, j'ai appris des choses. Fait que c'était assez intéressant. Mais au-delà, l'histoire est super sympathique, vraiment intéressante. C'est un film très, très court, 1h25. Okay. Mais il y a quand même beaucoup de chair alentour, même si c'est un film qui est assez court. Puis, vraiment, ça repose sur la chimie entre les deux comédiens. Isabelle Carré, qui est une comédienne que j'adore beaucoup, que j'ai moins suivie dans les dernières années, mais je vois plus au début de sa carrière, mais j'étais contente de la revoir. Elle est vraiment très, très bonne. Et puis, fait que si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, je pense que c'est vraiment une comédie, un film vraiment intelligent, bien tourné. On sent quand même le côté un peu théâtral, parce que c'est quand même assez huis clos. Il n'y a pas beaucoup de personnages, pas beaucoup de lieux. Fait qu'il y a ce côté visuel-là, mais que j'ai quand même trouvé très, très intéressant. Les scènes extérieures doivent être quand même intéressantes. Oui, quand même. Les grands champs, puis les espaces ouverts et tout. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça quand même. On reste quand même beaucoup dans les caveaux. Dans la boutique du personnage. En tout cas, bref... Oui, ça fait un petit peu pour la saison estivale, je pense que c'est à point. Oui, vraiment. Tout à fait. C'est un bon film à découvrir. Une bonne bouteille. Couple, si vous voulez faire une sortie entre amoureux. Je pense que c'est un film qui peut être intéressant à voir sur les écrans. Il y a Le temps a manqué, mais il y a Jules au pays d'achat, qui est une production québécoise réalisée et co-scénarisée par Sophie Farkas-Bolla, qui est habituellement une monteuse, mais ici, sa première réalisation. C'est vraiment un film qui est dans la veine des Contes pour tous. En fait, même Roch Demers est producteur exécutif. Il les a aidés beaucoup dans le projet, dans le choix du casting et tout, au moment où les Contes pour tous n'existaient plus trop. Là, ils sont repartis, mais par quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas qu'il n'est pas officiellement dans l'aventure, mais c'est vraiment dans ce même genre de force tranquille-là, si on veut. Et malheureusement, Roch Demers est décédé une semaine avant le tournage. Fait qu'il n'a pas pu... voir le produit final. En conseil ni voir le produit final, voilà. Ça faisait justement, quand on parlait là, en ouverture du balado, là, ça fait 10 ans que Sophie Farkas travaille sur le projet. À l'époque, elle montait un documentaire, je pense, qui s'appelle Angry Inuk. Puis elle apprenait tellement de choses sur les Premières Nations, puis l'histoire du Canada et des choses comme ça, qu'elle
était comme fâchée qu'elle n'ait pas appris ça à l'école secondaire ou dans les cours d'histoire qui se soit tassé. Fait qu'elle s'est mise à chercher plus sur le sujet et vouloir amener avec cette histoire où on est en 1940, puis il y a un jeune garçon, Jules, qui a une maladie assez rare, mais non contagieuse. C'est juste ses bras sont vraiment comme scarifiés, veinés, puis ça écœure beaucoup les gens. Il porte toujours des très grands gants de laine, des choses comme ça. Puis il va se faire un peu ostraciser là, dans le village où il vient d'arriver en campagne. Il était avec sa mère veuve, ses frères et sœurs, mais il héberge chez son oncle, le frère de sa mère, qui est le maire du village, un petit village en train d'être bâti dans le coin de l'Abitibi. Puis, lui, il est plus go baby go, là, genre on coupe des arbres, faut tasser les sauvages de là, on achète les terres, faut que le village grossisse. Puis, fait que, on a une métaphore sur la colonisation là-dedans. Mais ce qui va arriver dans ce conte-là un peu fantastique, c'est que Jules va se faire une nouvelle amie autochtone qui ressemble étrangement à celle qui est dans un livre qu'il est en train de lire. Fait qu'il va partir à l'aventure avec elle pour essayer de retrouver ses parents qui ont disparu à la jeune fille parce que sa mère de la jeune fille, la mère autochtone, aurait potentiellement une solution pour guérir sa maladie très rare. Yeah. Fait qu'avec leur chien, le chien de Jules, ils vont partir à l'aventure comme ça dans les bois et croiser certaines mythologies autochtones. Je me souviens plus le nom de la tribu du peuple. Ça a été tourné aussi en territoire non cédé. Il y a beaucoup c'est très conciliant envers tout ça. Fait qu'il y a cette magie-là d'un film jeunesse qui a un certain apprentissage, mais au-delà de ça, juste un apprentissage sur l'amitié, finalement, sur l'ouverture vers l'autre, là, peu importe les origines, que ce soit juste ton voisin, tout simplement. En fait, j'ai écouté comme 15-20 minutes du film. J'ai pas eu le temps de l'écouter au complet, malheureusement. Puis, tu sais, autant j'ai d'intérêt pour ces films-là, je suis pas nécessairement le public cible, n'ayant pas d'enfant, étant un adulte de plus de 35 ans. Fait que, bref, j'ai vu un 15-20 minutes du début. Mais j'aimais quand même beaucoup ça, le ton. L'image est super belle. C'est Emmanuel Schwartz qui joue justement un peu son oncle, qui est un peu méchant mère. Puis je l'aime beaucoup, ce comédien-là. Il est dans tous les trucs. Il aurait pu être très caricatural, mais on dirait que lui est capable de jouer plus en nuances. Fait que ça ajoute à de la crédibilité. Puis Marie-Lise Bourque qui joue sa mère, qui est comme un nom qu'on se rappelle pas nécessairement, mais c'est un visage qu'on connaît. Elle était dans 23 décembre récemment, mais surtout était dans les Watatatao à l'époque, dans une grenade avec ça. Là, les Invincibles. Sonia Campagna, les Invincibles, exactement. Fait que c'est vraiment un visage très connu, beaucoup à la télé, puis qu'on voit un petit peu moins au cinéma. Fait que je trouve ça bien. C'est drôle, autant elle a joué. Elle a eu cette espèce de personnage-là qui a longtemps joué des adolescentes alors qu'elle était plus vieille. Puis que là, maintenant, elle est comme skippée direct. Ben, dans les Invincibles, j'ai moins suivi. Là. Ça, c'est sur ma liste à voir. Es-tu la blonde d'un des gars? Ouais, c'est ça. Fait que là, elle a comme cet âge-là. Puis la star est des mères. Est mère d'enfants et tout, comme dans 23 décembre. Voilà. Puis ce qui est spécial, c'est que le film va être adapté en livre illustré aussi, apparaître au mois d'août. Fait qu'il y a vraiment une grosse notion d'apprentissage et j'ai cru comprendre le distributeur travaille beaucoup aussi. Oui, le film sort cet été, mais il essaie beaucoup de rejoindre des enseignants parce que ça fait partie beaucoup des cours d'histoire, de géographie, n'importe quoi au primaire. Fait que ça serait un objet pédagogique, ce film-là, en tant que tel, mais qui est le fun à regarder, c'est pas un documentaire. Là. C'est pas lourdeau. Comme même si elle a fait beaucoup de recherches sur l'histoire un peu de la conquête du Nord puis de tout ça. Mais après, on a pris une certaine liberté pour que l'histoire soit le fun, que ce soit un peu magique aussi à écouter. Voilà. Et un film que j'ai vu, Les Ombres persanes, qui est un film iranien de Mani Aghigi ou Adjiji, je ne sais pas comment on le prononce exactement. J'en parle en dernier parce qu'il est aussi plus limité là, que quelques écrans là, ou que, comme on dit souvent, vous pouvez demander peut-être dans votre cinéma s'ils ont des programmations répertoires, des genres de films qui passent une fois par mois ou des choses comme ça. C'est une offre intéressante. Il y a, entre autres, une des comédiennes principales, Tarena Ali Dosti, était dans The Salesman, je ne sais plus s'il l'avait juste traduit par Le Vendeur de Asghar Farhadi, qui est comme un des cinéastes iraniens pas mal les plus établis mondialement. Alors, on est à Téhéran. On va suivre une monitrice d'auto-école puis son mari qui vont découvrir qu'il y a un autre couple ailleurs dans la ville qui est physiquement identique à eux. Là. Genre... pareil, en fait. C'est les mêmes acteurs qui jouent l'un et l'autre.
Fait qu'ils ont comme un peu une vie parallèle. C'est quand même aussi un drôle d'adon que l'autre soit le même couple, finalement, tu sais. Fait que c'est un peu une quête de savoir c'est quoi, c'est-tu des jumeaux perdus ou les deux, c'est ben trop bizarre. Fait qu'il y a un peu ça là-dedans. C'est pas de la science-fiction, on est plus dans le drame mystère. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se rendre compte aussi, à force de se côtoyer, de ne pas admettre ça, tu sais, que la femme va aller voir l'autre femme, va revenir, l'homme va aller voir la femme, l'autre, tu sais. Fait qu'il va avoir comme pas des alliances, mais tu sais, des affections qui vont se faire ou d'autres, non. En fait, t'es pareil physiquement, mais t'es pas pareil de ta personne, de ta façon d'agir, ton caractère, toutes ces choses-là. Fait que ça va créer des dynamiques très bizarres de eux dans cette unicité-là. Mais tu sais, après, c'est pas une grande enquête puis découvrir que c'est un laboratoire qui a fait des expériences. C'est pas ça, là. C'est pas de la sci-fi. On est plus dans comment un peu tu réagirais si tu découvrais ça, puis comment ça va affecter leur quotidien, qui sont tous un peu... Il y avait tous des problèmes dans cette période-là actuellement. Fait que ça va juste envenimer ça un peu, si on veut. Fait que c'est pas un film parfait, mais avec une prémisse aussi originale, j'aimais bien comment ça se déroulait, tu sais. Okay. Puis on n'est pas non plus comme dans Débordement, là, Infinity Pool, là, un peu weirdo macabre, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est drôle aussi, j'ai pas fait mes recherches sur Téhéran, mais comme il pleut tout le temps dans le film, fait que j'imagine qu'il y a une genre de saison des pluies, puis ça va de petites pluies à gros orages et tout, là. Ce qu'on aurait bien eu besoin au Québec et au Canada dans les dernières semaines. Fait que c'est ça. Les ombres persanes, si vous avez accès, évidemment en iranien sous-titré français. Mais ouais, j'aime bien ça. Des fois, tu sais, comme dit, c'est un film qui aurait pu être fait n'importe où dans le monde. Ça n'a pas rapport avec où est-ce qu'ils sont, mais c'est super cool qu'on ait accès à ce genre de produit-là qui est un peu qui est différent finalement. Ouais, ça rajoute un peu à l'intérêt de la prémisse qu'on est dans un monde qu'on ne connaît pas. Exact. Il n'y a pas d'autres films actuellement qui ont une histoire de ce genre-là. T'sais. Alors que des comédies romantiques ou des films d'horreur, ben, ça revient un petit peu plus souvent. Voilà. C'est ce qui conclut pour cette semaine. La semaine prochaine, quand même, grosse semaine, il y a Le Temps d'un été, qui est le premier gros film québécois depuis peut-être Cœur de Slush, qui a peut-être même un peu déçu au box-office, mais avec Le Temps d'un été, on vise plus large, on vise un peu plus adulte comme public. Et dès mercredi, même, nous, on vous en parlera vendredi prochain, mais le nouveau Mission Impossible, Bilan mortel, première partie, Dead Reckoning, First Part 1, je sais plus. Puis qui a déjà des critiques élogieuses pour ceux qui l'ont, autant sur Letterboxd, ceux qui l'ont vu en primeur à Montréal d'un visionnement de presse, et même Rotten Tomatoes et tous les critiques américains qui ont eu accès. Oui. Nous, ben, c'est plus facile, le film prend l'affiche mercredi, il faut être plus facilement capable d'aller le voir. On vous en parle vendredi si vous attendez notre avis avant d'y aller, mais j'oserais quasiment déjà me mouiller puis me dire que ça vaut la peine voir ce que j'ai vu à date. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est un des films que j'attends le plus cet été. Oui, on parle beaucoup de Barbenheimer, là, la guerre Oppenheimer-Barbie, mais j'ai bien hâte de voir ces deux-là, mais je pense que Mission Impossible risque d'être un de mes films que je vais avoir le plus de fun. Comme Spider-Man Across the Spider-Verse, j'ai vraiment du plaisir du début à la fin dans cette action, cette aventure-là. Oppenheimer, je pense qu'il va être un petit peu plus intellectuel quand même, sans le mettre sur une classe à part. Je pense que ça s'écoute très bien, là, mais un petit peu plus là-dessus. Barbie, je sais pas. Ça se peut que Barbie soit aussi du fun du début à la fin. C'est un mystère encore, ce film-là. Vraiment, le film le plus rose et éclatant, mais qui est le plus mystérieux. Mais ça va être l'autre semaine d'après, c'est le 21 juillet. Fait que voilà. Pour nous contacter, écrivez-nous comme d'habitude balado au singulier à commercial-monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si vous pensez vous faire tatouer, là, songez-y 2 fois, vous allez le placer sur votre corps.